merci beaucoup et bonsoir à tous. Merci d'être venus encore nombreux pour cette nouvelle conférence donc, du fin du mois d'avril. Donc, je vais faire un petit rappel très rapide du contexte. Donc, ces conférences sont organisées par le Club Cyber de l'AEGE, qui est l'association des anciens de l'École de guerre économique. On a plein de clubs, comme on les appelle, qui traitent de divers sujets, donc sûreté, défense, influence, analyse, et dont le Club Cyber, où on a une quinzaine de membres cette année, donc qui, au-delà de l'organisation de toutes ces conférences, réalisent de nombreuses publications. Je vous enverrai les liens au fur et à mesure, enfin surtout à la fin, de toutes les publications qui sont faites sur tous les sujets liés à la cybersécurité, et puis l'organisation d'une grande journée sur la cyber qui a eu lieu le 16 mars dernier, où on était plus de 1200 participants. Donc, je reconnais plusieurs personnes dans l'audience et je vous remercie pour votre fidélité. Je suis content que les sujets continuent à vous intéresser. Puis, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Donc, ce soir, on a le plaisir de recevoir Jordan. Jordan qui nous vient de Squad, qui va nous parler d'un sujet très intéressant qui est dans l'actualité et dans les besoins actuels des entreprises, qui est le DevSecOps. Donc, l'idée ce soir, ça va être un peu de démystifier qu'est-ce que c'est que le DevSecOps, déjà, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça s'articule. Mais je le laisserai en parler, il le fera bien mieux que moi. Et puis, donc, on sera accompagné ce soir de Quentin et Alexandre, qui font partie du Club Cyber. Donc, pour les habitués, vous le savez, on a à chaque fois plusieurs membres du Club Cyber qui participent aux conférences et qui poseront aussi les questions à Jordan à la fin. Merci beaucoup Jérôme pour cette introduction. Bonjour à tous, très heureux de vous faire cette petite conférence sur le DevSecOps. En fait, cette conférence va s'articuler un petit peu en trois phases, si je puis dire. Une première où je vais très rapidement présenter qui est Squad et ce qu'on fait de façon succincte et qui je suis aussi. Puis ensuite, je vais aborder les sujets du DevSecOps. Et à la fin, on va voir quelques cas concrets de comment le mettre en place au sein d'une organisation. Donc, pas besoin d'être un expert en développement, en sécurité ou en infrastructure pour pouvoir suivre ce que je vais vous présenter. L'idée, c'est qu'on va reprendre ensemble un certain nombre de définitions de base avant de rentrer un petit peu plus en détail dans ces sujets. Alors, tout d'abord, un petit point sur Squad. Squad, c'est un cabinet de conseil et d'expertise qui se veut être le futur pure player européen du DevSecOps, justement. Aujourd'hui, on a environ 600 experts qui sont répartis un petit peu partout en France et en Amérique du Nord et en Australie, avec la chance de ne pas avoir été trop fortement impactés par la crise sanitaire, puisque, comme vous vous en doutez bien, les métiers autour de la cybersécurité ne connaissent pas les crises. Donc, Squad, c'est vraiment un champion de la croissance. Pourquoi? Parce que les besoins en cybersécurité sont de plus en plus importants et l'objectif, c'est de passer de 600 à 2000 en 2025, donc ambitieux, mais clairement réaliste, avec une vraie volonté de vouloir sanctifier notre expertise sur ces sujets-là, plutôt que de faire un petit peu beaucoup de choses générales. On préfère rester sur nos domaines principaux. Comme je vous disais, Squad, on n'est pas présent partout en France. Donc Paris, Toulouse, Aix et Sofia sont nos plus grosses agences. Mais on est aussi en Australie où on a accompagné un de nos clients qui est Naval Group, fabricant de sous-marins nucléaires, entre autres choses, pour des sujets autour de la cybersécurité, justement. Et donc des agences qui ont ouvert au Canada et bientôt un petit peu partout en Europe. Aujourd'hui, nos principaux clients sont des clients de la défense, comme vous le voyez, avec Naval, Thales, Safran, Airbus aussi, mais on adresse d'autres clients. Donc, ça peut être aussi bien le secteur des télécoms comme Orange que des secteurs du groupe bancaire. Bref, on essaye vraiment d'aller sur des clients à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, on a fait un certain nombre de partenariats qui sont en lignée justement de notre expertise, donc avec les cloud providers publics que vous connaissez sans doute, Google, Amazon, Azure, avec le CSA qui est justement une alliance qui va mettre en œuvre des prérogatives de sécurité dans des environnements cloud. Et ça a son intérêt puisqu'en fait, le DevSecOps a entre autres une origine liée au cloud.
et avec d'autres acteurs comme le DevOps Institute, où on a la chance d'avoir des formateurs accrédités dont je fais partie, donc j'ai la chance de faire partie, et qui sont en capacité de pouvoir fournir justement des accompagnements, que ce soit pour nos clients ou nos consultants. Donc voilà, très rapide, mais c'était pour que vous compreniez que j'appartiens à un groupe qui a la volonté de vouloir adresser des sujets de cybersécurité, mais aussi de DevOps, et donc en regroupant les deux, ça fait du DevSecOps. Alors, un peu plus de détails sur qui je suis et pourquoi c'est moi qui vous parle ce soir d'ailleurs. Chez Squad, je suis à la tête du centre d'excellence technique. Alors, le centre d'excellence technique, il a plusieurs objectifs. C'est d'accompagner la direction générale sur le positionnement technologique et technique, à court et à moyen terme, évidemment, mais aussi de pouvoir être en capacité de répondre à un certain nombre de problématiques techniques que rencontrent nos clients. Et pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est parce que, initialement, moi, je suis un technique, issu plutôt du domaine des réseaux informatiques, en fait, à vrai dire. Et j'ai par la suite étendu mon champ de compétences, ce qui m'a amené aujourd'hui à pouvoir être, avant de prendre la tête du centre d'excellence technique, à être consultant en DevSecOps, évidemment. J'ai aussi eu la chance de pouvoir faire un peu d'enseignement un petit peu partout à Paris et sur Internet avec des plateformes de e-learning comme Udemy. Donc, on peut venir de n'importe quel milieu, technique, fonctionnel, mais avec du travail et de l'abnégation, on peut très bien pouvoir orienter l'ensemble des métiers qui tournent autour du DevOps, du DevSecOps. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. N'ayez pas peur. On connaît tous, enfin je pense, en tout cas ça doit vous parler à mon avis, ce syndrome très courant, fortement réparti dans la population générale technique et non technique, plutôt fonctionnelle, qui consiste à faire du buzzword. Alors, c'est vrai que ça donne un effet un peu savant de dire ah, je connais le DevOps, le DevSecOps, le BizRec, DevSec, TestOps, bref. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tous ces éléments? Heureusement, l'idée, ce n'est pas de décortiquer chaque mot que vous voyez ici, mais plutôt de nous concentrer sur deux d'entre eux. Le premier, c'est le DevOps que vous voyez là, et le second, le DevSecOps. Pourquoi? Parce que ces buzzwords, ce ne sont pas que des éléments de langage. Ça revêt d'une véritable culture derrière, d'une philosophie, d'une méthodologie qui change radicalement l'organisation des équipes et des personnes qui évoluent dans le monde de l'IT. Et là où je veux vraiment insister, c'est que ça ne concerne pas que les techniques. En fait, je dirais même que ça concerne plutôt les gens qui ont un rôle plus fonctionnel et plus décisionnaire. Alors, pour mieux comprendre ce que c'est que le DevSecOps, il faut déjà comprendre ce que c'est que le DevOps. Parce qu'en fait, le DevSecOps, c'est du DevOps qui est fait correctement, finalement, avec une petite surcouche qui est rajoutée par-dessus. Et évidemment, pas besoin d'être un technique. On va essayer d'être didactique et d'être à la portée de n'importe qui. Si malgré tout, vous avez des interrogations ou s'il y a des choses qui ne sont pas forcément extrêmement claires pour vous, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis j'y répondrai à la fin avec grand plaisir. Ce que je vous propose, c'est plutôt que de donner une définition complète et rébarbative de ce que c'est, on va plutôt prendre un exemple pour illustrer la notion qui tourne autour du DevOps déjà. Pour ça, on va prendre une entreprise fictive qu'on a appelée Delta. La viabilité et le succès de cette entreprise, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, va dépendre largement de sa capacité à proposer à la fois de nouveaux produits et des services innovants à ses clients. Et évidemment, pour pouvoir faire ça de façon efficace, eh bien, il faut qu'elle le fasse plus rapidement que ses concurrents. Et au sein de cette entreprise, on va retrouver plusieurs collaborateurs, plusieurs salariés qui ont des rôles différents. Et on va s'attarder sur deux d'entre eux qui sont Bob le développeur et Alice l'opérationnel. Alors, Bob, c'est un développeur au sein de l'entreprise Delta qui a pour rôle principal de créer de la valeur. Et pour ça, on peut résumer en quelques phrases les missions de Bob en 4 axes principaux. Le premier, c'est le développement de nouveaux produits. Le second, c'est le développement de nouvelles fonctionnalités. Le troisième, c'est corriger les bugs qui ont été détectés. Et le quatrième, c'est de faire
et des mises à jour de sécurité, du patching, ce genre de choses. Évidemment, cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive, c'est juste les missions principales de Bob. Seulement, Bob, le développeur doit souvent attendre des jours, des semaines, parfois des mois même, avant que son nouveau code ne soit déployé en production, c'est-à-dire qu'il soit mis à disposition des clients qui vont l'utiliser. Et ce délai, où Bob doit attendre, il est induit par, premièrement, des contraintes de mise en production, et deuxièmement, quelque chose qui doit beaucoup vous parler, surtout en France, c'est les démarches administratives nécessaires. Et tout ça, ça va complexifier et rendre plus difficile pour l'entreprise Delta de maintenir une bonne compétitivité de l'entreprise face à ses concurrents qui n'auraient pas ce type de problématique, comme par exemple les startups. Les startups sont plutôt petites en taille, il n'y a pas trop de millefeuilles administratifs à l'intérieur, donc en général, ça va plus vite. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est plutôt vrai. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la problématique, elle ne se situe pas réellement au niveau de la rapidité à laquelle Bob effectue son développement ou ses développements, mais plutôt au temps qui est nécessaire avant que le code il soit mis à disposition des clients. C'est-à-dire, Bob, il a fini depuis longtemps son code, sauf qu'il n'est pas mis à disposition des clients tout de suite. Il y a un autre problème que rencontre beaucoup Bob, c'est que l'environnement de production, c'est-à-dire l'environnement auquel accède le client, il est parfois on va dire, il est parfois différent de l'environnement au sein duquel Bob a développé son produit et ses nouvelles fonctionnalités. Et qu'est-ce que ça induit comme problématique? C'est que ça peut occasionner des incidents, des bugs, des problèmes de compatibilité, tout un tas d'éléments qui n'auraient pas été suffisamment anticipés en amont. Dans l'entreprise Delta, de l'autre côté, on va avoir un autre acteur très important qui est Alice, l'opérationnel. Alice, en fait, elle occupe le poste, on va dire, d'administrateur système et réseau, dont on peut résumer les missions, là encore, sous 4 axes principaux, qui sont, 1, l'administration des systèmes, donc tout ce qui est serveur, ordinateur, même les imprimantes, administrer le réseau, avec les switches, les routeurs, les firewalls, les détecteurs d'intrusion, enfin bref, beaucoup d'éléments liés à la sécurité et au réseau. Elle va aussi s'occuper de gérer la sécurité du système d'information, justement pour prévenir les attaques informatiques, et assister les utilisateurs en effectuant du support pour les aider à résoudre leurs principales difficultés ou problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et enfin, dernier grand axe, c'est de faire évoluer l'infrastructure actuelle qui existe, donc l'ensemble des systèmes et du réseau, pour continuer à répondre à la fois aux besoins des développeurs, qui ont des besoins importants pour pouvoir héberger leur nouveau code, et aussi aux clients qui ne veulent pas avoir de latence quand ils vont accéder au service. Alors, comme Bob, Alice, elle rencontre aussi un certain nombre de problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, Alice, elle utilisait un certain nombre d'outils pour l'aider dans la réalisation des fameuses tâches dont j'ai parlé juste avant. Ces outils fonctionnent plutôt bien lorsqu'il y a quelques équipements à administrer. Par contre, ces outils deviennent vraiment très obsolètes avec l'augmentation du nombre de serveurs et d'équipements réseau. Pour peu qu'en plus l'entreprise migre une partie de son infrastructure sur le cloud, eh bien, ça complexifie encore davantage. Alice, elle doit aussi beaucoup s'occuper d'assister les utilisateurs qui rencontrent des problèmes lorsqu'ils vont utiliser les nouveaux services et fonctionnalités qui ont été développés par Bob. Donc, le problème, c'est qu'elle se dit, bah, moi, mes soucis ils sont liés à ce qu'a fait Bob. Bob, il a développé des trucs qui fonctionnent mal. Et donc, les clients et les utilisateurs, ils viennent me voir, moi, pour me dire que rien ne fonctionne correctement. De l'autre côté, Bob, il se dit, bah, si ça ne marche pas, c'est parce qu'Alice, elle n'a pas fait son travail correctement et que les équipements qui hébergent mon code ne sont pas terribles. Juste petit aparté de sémantique, ce qu'on appelle les ops, c'est plutôt une notion anglo-saxonne en fait. Nous, dans les pays latins et surtout en France, on donne plusieurs noms possibles pour ce qui est des ops. Alors on parle de techniciens, d'administrateurs, ingénieurs, systèmes et réseaux. On parle aussi d'ingénieurs de production, on parle d'administrateurs de bases de données, de techniciens de proximité, d'ingénieurs support, etc. Donc, tous ces noms-là, en fait, sont regroupés derrière
l'infrastructure et plus généralement derrière l'opérationnel. Donc, le DevOps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la réunion de ces deux mondes, le monde du développeur et le monde de l'opérationnel. Et finalement, on va migrer les deux, on va les faire merger ensemble de manière à ce qu'on crée des profils ou des équipes qui sont pluridisciplinaires et qui sont en capacité d'interagir aussi bien sur l'infrastructure que sur le code. Et donc d'avoir une visibilité de bout en bout, c'est-à-dire, imaginons que je pratique du DevOps, eh bien, je vais coder mon application, ma nouvelle fonctionnalité, je vais la mettre sur des machines que je vais ensuite rendre disponibles à mes clients pour qu'ils puissent y accéder. Et si jamais ils ont des problèmes, c'est moi-même qui gère. Ce qui fait que je ne dépends pas d'un opérationnel pour ce qui est la partie serveur ou infrastructure, mais aussi je ne dépends pas d'un développeur pour pouvoir créer du code. Donc, c'est quand même une technique assez agile. Donc, ce qu'il faut bien saisir, c'est que le DevOps a été défini par ceux qui l'ont créé, mais aussi par ceux qui l'utilisent au quotidien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que on est vraiment sur quelque chose qui évolue au jour le jour. Et ça reste assez difficile de donner une définition d'une culture qui continue d'évoluer chaque jour. C'est la grande problématique à laquelle a essayé de répondre le DevOps Handbook. Donc, c'est un ouvrage qui, je crois, il a été traduit en français il y a très peu de temps, qui s'appelle donc DevOps Handbook, How to Create World-Class Agility, Reliability and Security in Technology Organizations. Et ce bouquin a été écrit notamment par deux grandes personnes qui sont Jen Kim et Patrick Debois, qui sont, on va dire, un petit peu les gourous du DevOps. Ce sont eux qui ont mis en place un certain nombre de méthodes, de standards, même s'ils n'aiment pas le mot standard, mais de pratiques. On va dire ça comme ça. Et c'est vraiment devenu l'ouvrage de référence pour définir ce qu'est le DevOps. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez très bien le commander. Je ne vous conseille pas de lire ce livre comme un roman, parce que sinon vous allez vous ennuyer un petit peu. Donc, pas comme un roman du début à la fin, mais plutôt d'essayer de comprendre l'esprit dans lequel cet ouvrage a été réalisé. Pourquoi? Parce que ça permet d'en retenir un état d'esprit général, notamment grâce à la mise en situation au sein d'une entreprise fictive qu'ils font dans le livre, ce qui pourrait permettre de mettre en œuvre du DevOps, que ce soit au niveau de l'agilité, de la performance et de la sécurité. Donc, les trois éléments sont traités. Agilité, performance, sécurité, ce qui fait qu'on a un bon premier vernis sur ce qu'est la sécurité. Évidemment, comme je suis plutôt gentil, je vous ai sorti juste 3 petites citations qui permettent de résumer un petit peu la manière dont est défini le DevOps dans ce livre. Donc, je vous les lis, hein, je vous les ai traduits en plus. Imaginez un monde où les propriétaires du produit ou du service, les équipes de développement, les équipes de qualité, les équipes opérationnelles et les équipes de la sécurité travaillent tous ensemble. Ils ne sont pas juste là pour s'entraider, mais aussi pour garantir la réussite de l'organisation à laquelle ils appartiennent dans son ensemble. Ça veut dire qu'en fait, ils travaillent vers un objectif commun qu'ils se sont appropriés. Donc, tout le monde essaie d'arriver à la même destination, ce qui est quand même assez utile pour mettre en place de la cohésion. Ils vont permettre un flux rapide des travaux planifiés vers la production, tout en assurant stabilité, fiabilité, disponibilité, sécurité à toute épreuve. Donc, en fait, si vous regardez bien, fiabilité, disponibilité, sécurité, on est quand même beaucoup sur un langage qui est proche de celui de la sécurité informatique. En gros, on va résumer ça en une simple phrase. Le DevOps, je dirais ça comme ça, c'est un groupe d'individus qui travaillent de manière transversale, peu importe le métier auquel ils appartiennent d'ailleurs, pour s'entraider et garantir la réussite de la société avec un seul et même objectif commun. C'est beau. Ça, c'est dans les livres. En vrai, c'est un poil plus compliqué à mettre en œuvre en pratique, mais c'est l'idée générale. Donc, si je devais récapituler très, très succinctement, quand on parle de DevSecOps, le Dev, ça fait référence aux personnes qui sont impliquées dans les activités de développement.
Donc, les ingénieurs en développement, ingénieurs applicatifs, ingénieurs logiciels, enfin, voilà, vous voyez à peu près l'idée générale. La partie sec, ce que vous voyez ici, là, c'est des pratiques qui visent à protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et des applications, des services. Les Ops, qui est à droite, c'est des individus qui sont impliqués dans les activités quotidiennes nécessaires pour faire du déploiement ou de la gestion des systèmes, du réseau ou des différents services. Donc, en gros, le DevOps, ça correspond à une culture qui met l'accent sur la communication, la collaboration entre les développeurs et les opérationnels, parce que si on veut avoir du DevOps, il faut bien que les deux collaborent et communiquent ensemble. Et là où on va rentrer un poil plus dans la technique, c'est en automatisant tout ce qui est processus de livraison des logiciels, de forge logiciels, de fabrique de package et les améliorations en termes de sécurité de l'infrastructure. Donc voilà un petit peu ce que c'est que le DevOps. J'espère que c'est plus clair pour vous de comprendre. Vous allez, juste petite parenthèse, vous allez souvent voir des gens qui définissent le DevOps comme étant une personne qui fait de l'automatisation de tâches. Donc ça s'appelle un ingénieur automation. Hein. Ce n'est pas du DevOps. C'est une partie du DevOps, mais ce n'est pas exactement ce que c'est. J'espère que vous avez bien compris que le DevOps, c'est une culture qui est vraiment autour de la collaboration, du partage, de la bienveillance. Oui, je sais, ça fait un peu pays des bisounours, mais dans le fond, quand on arrive à mettre ça en pratique au sein des équipes, ça fonctionne très, très, très bien. Et les statistiques sont indéniables sur le fait que les entreprises qui ont une forte maturité sur le DevOps et le DevSecOps sont des entreprises avec beaucoup plus de productivité et d'innovation. Et je peux citer au rang desquelles les deux entreprises qui sont leaders sur la maturité du DevOps et du DevSecOps, c'est Google, bon, je pense que vous connaissez tous Google, et Netflix. Netflix, c'est un petit peu le champion du DevOps. Il faut savoir que Netflix n'a aucun serveur physique, je veux dire. Ils ne possèdent pratiquement aucun équipement physique, sauf des ordinateurs portables pour leurs salariés. Tous les serveurs, tout est hébergé dans le cloud, chez Amazon en l'occurrence. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la pratique du DevSecOps, donc ça veut dire le DevOps, mais avec de la sécurité intégrée par-dessus, ça va amener à transformer le fonctionnement et la constitution des équipes et du business, vous allez voir. De très nombreux intervenants et acteurs du monde général, on va dire, nous font savoir de plus en plus que l'IT est devenu le vrai business des entreprises d'aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez une entreprise de taille importante dont l'informatique ne consiste pas en un poste de coût majeur et d'ailleurs en un service qui produit également de la valeur? Prenez n'importe quel exemple. Dès que vous dépassez une certaine taille, l'informatique est indispensable. Ça peut aller du domaine de la santé avec les hôpitaux, et on entend beaucoup des attaques informatiques qui ont lieu sur les hôpitaux. Ça peut aller dans le système de la défense, évidemment, ça nous paraît logique. Ça peut aussi aller dans le domaine des startups. Bref, tout le monde est concerné. Les demandes, elles se font toujours de plus en plus nombreuses pour avoir des applications et des services qu'on va pouvoir consommer rapidement. Un peu comme ce que vous avez sur les smartphones. Lorsque vous allez sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store et que vous téléchargez une appli, en général, ça vous prend quoi? Ça vous prend quelques secondes à la télécharger, à l'installer. Et donc, on est habitué à avoir cette notion de consommer rapidement de la ressource. Et là où ça devient intéressant, c'est que justement, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à maintenir cette capacité à pouvoir produire de la valeur rapidement et produire des applications et des services à consommer vite, et là, les risques de cybersécurité. En général, vous êtes d'accord qu'on reste rarement en plus d'un mois sans entendre qu'un très grand groupe a été victime de piratage informatique. Donc, on en entend parler tout le temps. D'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps, le dernier gros truc qu'on a pu entendre, c'était les serveurs, entre autres, de l'éducation nationale qui auraient subi un certain nombre d'attaques informatiques qui ont ralenti fortement la capacité à pouvoir délivrer des services de classe à distance. Donc, comment avoir la capacité
à continuer de produire rapidement des services, des produits de forte qualité, surtout qu'on sait qu'on est très exigeant en termes de qualité, tout en maintenant des conditions de sécurité élevées pour l'infrastructure et le code. Eh bien, le DevSecOps, ça apparaît comme une réponse possible à cette équation, puisqu'en fait, la sécurité est souvent vue comme quelque chose qui va ralentir les process de développement, qui vont arriver comme des espèces de policiers qui vont stopper les développements, dire non, 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 vous ne faites pas bien, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire, et puis on va mettre en place tout un tas de trucs pour pouvoir scanner, vérifier les process, les machins, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Là où ceux qui sont plutôt intéressés sur le marché de l'emploi, en fait, les équipes vont avoir besoin de se transformer. Que ce soit d'ailleurs pour faire du DevSecOps ou de manière générale, hein, les équipes se transforment au quotidien, mais elles vont devoir se transformer d'un point de vue organisationnel pour évoluer vers des méthodes plus efficaces. C'est ce qui se passe depuis la nuit des temps. On continue d'évoluer vers des méthodes qui sont, entre guillemets, de plus en plus efficaces. Alors, ça peut être de la méthodologie utile, ça peut être de la méthodologie agile, du DevOps, du Lean, de l'Agile SM, du Lean IT, bref, il y a plein de trucs qui existent. Sauf que la méthodologie, c'est super, mais il ne faut pas oublier que les individus, ceux qui travaillent à l'intérieur de ces méthodes-là, c'est eux qui sont essentiels à une bonne transformation. Et le DevSecOps va apporter la nécessité pour les professionnels de l'informatique de devenir ce qu'on appelle des T-shaped peoples. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des individus qui sont capables d'intervenir sur des domaines variés grâce à leurs compétences multiples. Vous savez, ce sont les fameux moutons à 5 pattes que recherchent toutes les entreprises, c'est-à-dire quelqu'un un technique, qui sait faire de la gestion de projet, qui sait faire du cloud, de l'infrastructure, du système, du réseau, de la sécurité, du développement, de l'automatisation, bref, quelqu'un qui sait tout faire, quoi. Bon, ça n'existe pas encore. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé, cette personne-là. Mais on a quand même cette notion de changement de paradigme. C'est-à-dire que lorsque moi, j'étais étudiant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça remonte quand même à un certain temps, on me disait à l'époque en informatique, Jordan, toi, pour pouvoir te faire une place dans le monde de l'informatique et devenir excellent, riche, avec beaucoup de propositions en termes de boulot, il faut que tu sois ultra spécialisé dans un domaine et que tu sois un tueur technique de ce domaine-là. Et je suis resté longtemps avec cette idée-là, jusqu'à que lorsque j'arrive dans le milieu professionnel, que je participe à un certain nombre de conférences, que je commence à en animer, que j'échange avec des experts, je me rends compte qu'en fait, c'était vrai, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. En tout cas, ça l'est moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises cherchent des profils disruptifs. Qu'est-ce que j'entends par des profils disruptifs? C'est-à-dire qu'ils cherchent des profils qui sont en capacité de monter en expertise et en connaissance générale pour avoir une vision d'ensemble. Et justement, d'être capable de penser et d'agir en dehors des silos qui existent dans les entreprises qu'on connaît tous. Plus l'entreprise est grande, plus elle a tendance à être silotée. C'est justement pour casser ces silos-là qu'ils ont besoin de ces fameux T-shaped people. Donc en fait, tous les intervenants qui ont ce type de profil doivent posséder des compétences de base dans l'ensemble des domaines sur lesquels ils interviennent, c'est-à-dire en système, en réseau, en sécurité et en développement. Ça ne veut pas dire que ça doit être un expert technique sur tous ces domaines-là. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il doit connaître le fonctionnement de tous ces domaines-là. J'oublie la partie méthodologie et gestion de projet, mais c'est aussi important. Et je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais il y a quand même une barre là. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans le facteur différenciant. OK, peut-être que ce mouton à 5 pattes connaît bien l'ensemble des domaines, mais est-ce qu'il a une expertise donnée dans un des domaines là? Eh bien, c'est là où il va être disruptif. Typiquement, si on doit prendre mon profil, donc aujourd'hui, je ne suis plus consultant en tant que tel, même si je fais encore des missions de consulting, mais moi, par exemple, j'ai un socle assez large. J'ai cette chance-là d'avoir ce socle assez large, mais j'ai quand même une spécialité parce que c'est impossible d'être spécialiste en tout, on ne peut pas. Donc, ma spécialité à moi, c'est plutôt tout ce qui est gestion de l'intégration et du déploiement continu dans les usines logicielles.
Et j'ai d'autres amis, collègues, qui, eux, ont une spécialité dans la sécurité des environnements cloud, typiquement. Pour pouvoir faire de la sécurité dans les environnements cloud, eh bien, ils doivent connaître le cloud, le développement, l'infrastructure, la sécurité, bref, il faut quand même avoir des compétences générales. Le DevSecOps, il va aussi modifier la façon de travailler des équipes, mais la partie business. Pourquoi? Parce que par sa culture qui lui est propre, il va implémenter de nouveaux process. Ça, c'est la première chose, fonctionnelle et méthodologique. Il va implémenter de nouvelles technologies. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sortent. Et Dieu sait qu'en DevSecOps, il y a vraiment énormément d'outils qui sont publiés chaque jour. Pourquoi? C'est pour mener à bien les différentes tâches et les problématiques auxquelles la personne a vocation de répondre. Et cette fameuse culture va tourner autour de quelques principes importants qui sont intimement liés au DevOps. C'est quoi? C'est la coopération entre les équipes, mais aussi entre le business et la technique. Parce qu'on ne peut pas l'idée un changement uniquement depuis les techniques. Ce changement doit être en top-down, c'est-à-dire que ça doit être initié par le fonctionnel et les décisionnaires, et ensuite descendre jusqu'aux gens qui effectuent les tâches d'un point de vue technique. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je vous parle d'expérience, je l'ai vu partout. Il n'y a pas un seul endroit où ça a fonctionné. Les éléments technologiques, ils vont pouvoir apporter des outils intéressants pour faire par exemple de l'automatisation de certaines tâches de sécurité, comme notamment faire du shift left. Je vais vous expliquer un petit peu juste après ce que c'est. Mais tous ces éléments-là, ceux dont je vous parle, ils vont devoir être mesurés. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de montrer qu'une méthode fonctionne si on ne peut pas mesurer l'amélioration des performances. Donc, malheureusement, oui, on va rentrer dans une culture de la métrique. D'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui. On va continuer à évoluer dans cette culture de la métrique. Et le but du DevOps et du DevSecOps, c'est justement d'intégrer ces notions de métrique à l'ensemble des process qu'il y a derrière. Dans certains ouvrages, on parle beaucoup de cette notion-là. Je vous avoue que moi, je ne l'explique pas de cette façon, je vais vous l'expliquer à ma manière, mais on parle de la règle du IN. Alors, je vais vous l'expliquer à la façon Jordan. Prenons les stakeholders, les parties prenantes. Au plus tôt ces parties prenantes sont impliquées dans les process, au mieux les projets se dérouleront. C'est ce que je vous disais, hein, le top-down. Ça permet d'identifier quoi? D'anticiper les prérequis, les challenges, les risques et d'obtenir toutes ces contributions-là dès le début. Ça va permettre d'avoir ce qu'on appelle des... c'est du langage DevOps, des shortened feedback loops, c'est-à-dire des avis et des retours, des feedbacks très rapidement. Les équipes DevOps, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent ainsi facilement s'adapter, ajuster leurs pratiques. Pourquoi? Parce que dès qu'elles commencent à mettre en place un nouveau truc, elles ont automatiquement un feedback par les outils ou par les personnes. Donc, elles ajustent, un petit peu comme en agilité. Elles vont réajuster jusqu'à arriver à quelque chose qui arrive dans la bonne direction. Donc, en somme, on évite que les équipes de développement elles partent dans une mauvaise direction et elles effectuent du travail qui ne correspond pas du tout à ce qui est souhaité. Donc, comme en méthodologie agile. L'autre point, c'est d'impliquer et de sensibiliser les parties prenantes dès le début, j'insiste, dès le début, dans tout ce qui est audit et conformité. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux cerner les impacts que peuvent avoir les politiques de sécurité sur l'architecture et l'implémentation des solutions. En fait, ça passe toujours moins bien que quelqu'un arrive et qui dise « vous faites n'importe quoi, moi je vais vous montrer comment on fait ». En général, ne serait-ce que par ego, on a tendance à être réfractaire à ce type d'explication. Par contre, si jamais quelqu'un est avec nous depuis le début, c'est-à-dire page vierge, il n'y a rien, et qui nous accompagne en nous disant « voilà, moi je vais développer ça, mais de cette façon-là, en respectant telle politique de sécurité, parce que je pense que c'est mieux, ça nous fera gagner du temps par la suite ». Je vais le suivre avec plaisir, puisqu'il met les mains dedans comme moi, et en plus, il est avec moi depuis le début. Ce n'est pas juste l'inspecteur des travaux finis, quoi. Et c'est pour ça qu'il est souvent nécessaire d'investir du temps en amont dans l'architecture, dans les ressources qui vont être nécessaires, notamment pour faire de la formation,
pour mener à bien l'ensemble des projets. Et c'est là où le problème arrive. Pourquoi? Parce que les entreprises et les organisations ont tendance à se dire « mais moi, pourquoi est-ce que je vais m'embêter à perdre du temps au début, à former et à accompagner mes collaborateurs, alors qu'en fait, je vais les laisser y aller, ils vont y aller tout seuls, ils vont peut-être vont peut-être galérer un petit peu, mais à la fin, ils vont délivrer plus vite le produit. » C'est vrai que le premier sprint, ils vont délivrer plus vite le produit. Sauf que le deuxième sprint, ils ne seront pas meilleurs, ni le troisième, ni le quatrième. Alors que quand on met en place des méthodologies autour du DevOps et de l'agilité, du Lean IT, eh bien là, on arrive à quelque chose qui est exponentiel en termes de performance. Donc, on perd un peu de temps au début, mais on en gagne beaucoup à la fin. Et je vous parle d'expérience. Je vous parlais du shift left juste avant. Le shift left, je pense que c'est à la base de tout le DevSecOps. C'est le facteur différenciant qu'il peut y avoir entre le DevOps classique et le DevSecOps. Le shift left, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à une pratique, enfin une approche, qui a pour but de développer du code de qualité, j'insiste, en effectuant des tests le plus en amont possible du cycle de développement, c'est-à-dire vraiment dès le début, quoi. Ça ne veut pas dire, quand je vous dis ça, on a tendance tout de suite à se dire « Ah, ok, il va tester le code tout de suite. Dès que le développeur il a fait sa première fonction, boum, il va la tester, c'est parti. » Non, ce n'est pas juste ça. C'est le code, mais c'est aussi l'architecture. C'est aussi les systèmes sur lesquels le code va être déployé. C'est le tout. C'est pour ça qu'on parle de DevOps et qu'on ne parle pas juste de développement pur. On inclut la partie infrastructure, la partie système, la partie réseau. Et donc, avant de permettre aux développeurs d'utiliser, par exemple, des technologies dont vous avez forcément entendu parler, même si vous n'êtes pas un technique, je parle de Docker, par exemple. Docker, ce sont des images qui génèrent des conteneurs, qui contiennent votre code avec toutes les dépendances à l'intérieur. Et avant de permettre aux développeurs d'utiliser des images Docker spécifiques, eh bien, on peut juste implémenter des tests automatiques qui vont vérifier si l'image ne comporte pas de failles de sécurité. Comme ça, ils vont pouvoir utiliser des conteneurs Docker à l'intérieur desquels il n'y a pas de vulnérabilité trop importante. Alors, pourquoi les gens ne le font pas? Vous allez me dire, mais pourquoi ils ne le font pas tous ça? Parce qu'en fait, ce que je ne vous dis pas forcément, c'est qu'on va avoir une perte de temps. Pourquoi? Parce qu'on va devoir effectuer ces vérifications pendant les phases de développement et donc on va perdre du temps pendant les phases de développement. Pendant très très longtemps, lorsqu'on faisait du développement, tout le monde développait dans son coin. Puis à la fin, on faisait une phase d'intégration où tout le monde amenait son code, on mettait ça dans un seul gros truc et puis on faisait les tests après. C'est cool parce que ça permet de délivrer du code vite, sauf que vous imaginez bien que les tests sont longs et problématiques. Donc, si les équipes de sécurité font ce qu'on appelle du hardening, c'est-à-dire renforcer la sécurité des images Docker en amont, avant de les rendre disponibles aux développeurs, eh bien, on ne perdra pas de temps parce que les développeurs pourront utiliser les images qui auront déjà été vérifiées. Donc, on peut trouver des biais qui permettent justement d'éviter ce retard. Donc, comme vous le voyez ici sur ce schéma, le shift left, ça va être une attention particulière qui va être portée à la qualité du code. Et quand je dis la qualité, c'est la sécurité. Hein. La qualité du code dans les premières phases, vous les voyez ici, elles sont ici. La première phase pour que justement ensuite on gagne énormément de temps et qu'on réduise typiquement beaucoup de choses. Plutôt que d'attendre les phases de révision, de testing, puis encore de testing, puis de révision, et ensuite d'arriver jusqu'à quelque chose qui peut être délivré au client. Il faut savoir que lorsque vous détectez en amont des éléments bloquants sur votre code, comme des vulnérabilités ou des bugs, eh bien, ça prend environ 10 à 60 fois moins de temps de les résoudre ici que de les résoudre ici. Parce que forcément, quand vous essayez de résoudre des bugs ou des vulnérabilités sur quelques lignes de code, ça paraît évident que c'est beaucoup plus simple que quand vous devez le faire quand il y en a plusieurs dizaines de milliers pour identifier le problème. Ça paraît logique, mais je vous assure que la plupart du temps, ce n'est pas fait. C'est fait une fois que le code il fait 15 ou 20 000 lignes de code, qu'on fasse des tests et des tests de vulnérabilité dessus.
Si jamais on les fait dès le départ, on gagne énormément de temps si jamais il y a des résolutions à effectuer. Donc, le shift left, notion fondamentale du DevSecOps, c'est des tests effectués le plus en amont possible, aussi bien sur le code que sur le matériel, système et réseau utilisé pour héberger ce code. Et on gagne beaucoup de temps et d'argent. Un autre point, cette fois-ci on est plus côté business, hein. Par nature, la sécurité correspond à quelque chose qui est en mutation continue, surtout dans une culture DevOps, qui par définition est quelque chose qui bouge tout le temps. Et c'est pour cette raison qu'on essaye d'intégrer les pratiques de sécurité à l'intérieur même des environnements de développement et au niveau des infrastructures. Ce qui fait que quand Bob, le développeur, il est là en train de coder, il code dans un environnement qui implémente déjà des éléments de sécurité, ce qui permet en fait d'éviter d'avoir à les appliquer plus tard et donc de remarquer que son code ne marche pas. Si jamais on les applique dès les environnements de développement, l'avantage c'est qu'il développe dans un environnement qui est déjà sécurisé, donc il ne pourra pas faire de choses créant des vulnérabilités. Donc la sécurité va devenir partie intégrante du travail qui s'est effectué par les équipes au quotidien, plutôt qu'un truc qui vient en aval pour dire go ou no go. Maintenant, ce n'est pas parce que les équipes ont l'habitude de travailler de manière secure by design, comme on dit, que la création de rôles complémentaires n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, ah, bah, c'est cool, et si on fait du DevSecOps, bah, il n'y a plus besoin de dev, il n'y a plus besoin de gens qui font de la sécu, et il n'y a plus besoin de gens qui font de l'administration système et réseau. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est indispensable d'avoir ces personnes-là. Simplement, imaginez qu'on n'est que des DevSecOps. Je vais vous le faire autrement, comme ça vous allez comprendre pourquoi c'est important. Qui va vérifier qu'on ne se fasse pas attaquer, par exemple? C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui essaie de casser nos firewalls pour pouvoir rentrer dans notre infrastructure. Ce n'est pas le rôle du DevSecOps. Lui, il est dans la partie plutôt création de services et d'applications. Donc, bah non, il faut des personnes dédiées aux solutions de surveillance de type SIEM, par exemple, comme QRadar ou Splunk, qui sont là pour vérifier qu'il n'y a pas d'incident de sécurité sur l'infrastructure. S'il n'y a que des DevSecOps, comment est-ce qu'on saura qu'il y a une exfiltration de données depuis notre data center vers des pays tiers? On a besoin de ces gens-là. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, sur les aspects infrastructure, qui va créer les règles pour mettre en place l'usine logicielle, l'infrastructure, les outils d'automatisation, les standards à respecter pour avoir des certifications, des ISO 27001, etc. Ces gens-là, on en a bien besoin. Donc, tout comme le DevOps, le DevSecOps, ça ne se résume pas simplement à du code ou à des outils, mais plutôt à une mutation profonde de la façon dont fonctionne le business, au niveau de ses attentes et au niveau de ses besoins. Donc, pour être un peu provoque, si je devais résumer, je dirais que le but ultime du DevSecOps, c'est la transformation du business. Si on arrive à transformer le business, alors on a réussi à transformer tout le reste. Il faut que le business accepte d'attendre un petit peu plus au départ, mais gagner beaucoup en termes de temps et d'argent par la suite. En résumé. Alors, comment on fait? Parce que là, je vous ai dit, vos discours, super, c'est génial, collaboration, bienveillance, échange, etc. Mais comment on fait concrètement? Alors, souvent, les gens disent « Ah, on va mettre des outils ». Ça, moi, par expérience, non. Les outils sont là pour répondre à certaines problématiques et certains éléments qui sont importants pour le business. Un outil répond à un problème. Ce n'est pas des problèmes qui vont apparaître parce qu'on a mis des outils. Donc, même si jamais on peut automatiser des choses, l'humain, c'est celui qui reste au cœur de la culture DevSecOps. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous détailler tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines choses restent du domaine de l'humain et ne peuvent pas être complètement automatisées encore. L'organisation de l'entreprise, elle a besoin d'étudier et de réfléchir aux outils et aux solutions qui existent pour pouvoir rendre le cycle de développement et les infrastructures sécurisées, mais
on retrouve ces échanges donc, humains qui parlent entre eux, indispensables notamment au moment de ce qu'on appelle le modèle de… Enfin, on appelle ça le suite model. C'est ce que je vous ai écrit ici. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un graphique, si vous voulez, où le business, les techniques du système, les techniques du développement, les intervenants de la sécurité se mettent autour d'une table, plusieurs tables, et échangent pour créer ce diagramme, c'est souvent un diagramme, qui va décrire quoi? Les flux de données qui vont avoir lieu entre les différents composants d'une application et l'architecture générale du système. Et ça a lieu, dans l'idéal, avant même que les développements commencent. Ce qui fait que l'avantage, c'est qu'on va pouvoir modéliser les menaces avec la sécurité en amont, avant même que les devs commencent à créer du code. Et donc ça, c'est une opportunité de modéliser les menaces et l'architecture globale. Donc souvent, on met en place ces réunions permettant de créer ces suites modèles. Très, très important. Ensuite, on estime qu'il existe plusieurs niveaux de maturité dans le DevSecOps. Pour atteindre le premier, il y a 4 niveaux. Si on se réfère à l'OWASP, qui est une organisation qui définit les vulnérabilités principales des applications et des sites web, on a 4 niveaux de maturité du DevSecOps. Là, ce que je vais vous montrer, c'est pour atteindre le niveau 1. Puis ensuite, pour atteindre le niveau 4, bonne chance. Mais le niveau 1, c'est déjà la culture et le suite modèle dont je vous ai parlé. On continue, pour atteindre ce niveau 1, à mettre en place des scans de secrets. Alors, c'est quoi des scans de secrets? En fait, les secrets, c'est quoi? C'est des clés, des noms d'utilisateurs, des mots de passe, bref, tout ce qui ne doit pas être rendu public. Parce que forcément, si jamais vous fermez chez vous la porte à clé et que vous laissez la clé devant le paillasson, voilà, les gens ils vont venir, il suffit que quelqu'un de malhonnête arrive, ça va lui donner envie d'aller laisser la clé. C'est ce qui se passe dans les attaques informatiques. Donc, beaucoup de développeurs, ou il n'y a pas que, mais en l'occurrence, beaucoup de développeurs, ils oublient qu'il n'y a pas toujours que dans les fichiers que peuvent se cacher les secrets. On pense que c'est dans les fichiers que contiennent les mots de passe, les noms d'utilisateurs. Mais en fait, il y en a beaucoup dans les historiques. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'un développeur, il ait malencontreusement mis en ligne un fichier qui contient un secret. Il se dit, mince, je me suis trompé, j'ai pushé mon fichier de code sur mon dépôt de code, et en fait, à l'intérieur, il y a un secret. Il se dit, bon, pas grave, je vais le supprimer, et puis je vais le remplacer par un fichier qui ne contient pas de secret. Sauf que ce qu'il oublie, c'est que si jamais il ne fait pas de manip complémentaire, le secret en question, il est inscrit dans l'historique. Et il y a des outils qui permettent justement d'aller checker ça, comme par exemple TruffleHog. C'est un outil open source qui veut dire que n'importe qui peut l'avoir, c'est gratuit. Je vous ai montré juste un truc, je l'ai fait tout à l'heure, sur un dépôt public d'une très grande entreprise. Évidemment, j'ai masqué pour ne pas que vous sachiez laquelle. Mais là, par exemple, ça m'a pris exactement 1 minute et je suis tombé sur des secrets dans les dépôts publics de code d'une certaine grande entreprise où en fait on avait un nom d'utilisateur et un mot de passe qu'on pouvait utiliser qui n'était plus présent dans les fichiers mais qui était présent dans l'historique de Git, si vous voulez tout savoir. Et donc on pouvait récupérer ces données-là. Donc effectuer des scans de secrets, comme je vous ai montré ici, c'est-à-dire en gros on a un espèce de douanier qui est là et qui dit « Ah, tu ne peux pas pousser ce fichier-là sur ton dépôt de code parce qu'il contient un secret ». Ça évite justement qu'ils s'inscrivent dans les historiques comme ça et donc de donner des informations aux attaquants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le scan de secret. Donc culture, organisation, scan de secret. Ensuite, on va avoir, troisième point pour mettre en place du DevSecOps, ce qu'on appelle du SCA. Alors, vous savez, en informatique, on adore les acronymes. Donc, Software Composition Analysis, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, elles utilisent des composants open source pour faire leur développement. Vous savez, on dit souvent un truc, c'est une blague, mais en fait, c'est une blague qui est tout à fait vraie. On dit souvent que quand tu es développeur, la première chose que tu dois faire, c'est aller vérifier sur Internet si quelqu'un n'a pas codé le truc à ta place et l'a mis en ligne pour aller vérifier et pas refaire un travail qui existe déjà. C'est pour ça que tout le monde fait ça, je vous rassure, tout le monde fait ça.
Donc, on utilise beaucoup de composants open source pour pouvoir faire du développement. Mais, d'après un rapport de Symantec qui date de 2019, si je ne dis pas de bêtises, on a une librairie open source sur 10 qui présente des vulnérabilités. Donc, 10% des librairies open source présentent des vulnérabilités de mémoire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir? Est-ce que ça veut dire qu'on n'utilise plus de librairies open source? Est-ce que ça veut dire que les librairies open source qui sont plus maintenues par des gens qui ont envie de continuer à développer leurs produits, c'est un risque qu'il ne faut pas les utiliser? Pas forcément. Ça veut juste dire qu'il y a des outils qui existent, des outils et des méthodes qui existent pour pouvoir vérifier en temps réel et en amont que les librairies open source qu'on utilise ne présentent pas de menaces ou de vulnérabilités importantes. Ça permet aux développeurs de se dire, ah, si jamais l'outil détecte qu'une dépendance est faillible, il génère une alerte, et cette alerte-là, le développeur va pouvoir la récupérer et pouvoir mettre en place des contre-mesures et patcher cette vulnérabilité-là. Mais si jamais il ne le fait pas en mode DevOps ou DevSecOps, bah, le patch il va mettre 3 ans avant d'être déployé. Et on connaît une entreprise américaine qui est assez bien placée pour déployer des patchs de correctifs beaucoup trop tard. Et donc, c'est pour éviter ce genre de situation que le DevOps permet de tout de suite, tac, on prend, on pousse en production, tous les tests sont faits, on peut être rassuré. Je vous ai mis un dernier truc. Je sais, ça fait un peu beaucoup d'acronymes. En fait, il en reste 2. Il reste SAST et DAST. SAST, c'est pour l'analyse statique de vulnérabilité dans le code. Donc, en fait, ce que vont faire ces outils-là, c'est qu'ils vont récupérer le code et ils vont analyser le code pour savoir si jamais il présente un certain nombre de vulnérabilités. Il y a des outils qui font ça, comme Checkmarx par exemple, mais il y a plein d'outils open source qui peuvent le faire gratuitement. Et ce qui va se passer, c'est que ces outils-là vont scanner le code. Si jamais il y a des vulnérabilités, évidemment, ils ne le mettent pas en production à disposition des clients. Ils le renvoient au développeur pour lui dire de rectifier tel ou tel point avant de pouvoir le déployer. C'est ce qu'on appelle du SAST, analyse statique de code. Sauf que, si jamais je mets mon code à disposition du client, donc mon service, mon application, et que plus tard, on découvre qu'il y a une vulnérabilité sur ce code-là. Comment je fais? Parce qu'il est déjà en production. Et le SAST, il intervient avant. C'est-à-dire il fait du scan de code avant qu'il soit déployé. Et bien, c'est là où on a ce qu'on appelle le DAST, qui est là justement pour faire ça, c'est-à-dire qu'il va scanner en live ce qu'il y a sur votre infrastructure de production et il va vous remonter des vulnérabilités qu'il découvre. Ce qui fait qu'un service ou une fonctionnalité qui n'était pas vulnérable il y a un an peut le devenir plus tard. Donc SAST, DAST, analyse statique avant de mettre le code, DAST, analyse dynamique pendant que le code il est en train de tourner. On avait ce qu'on appelle l'analyse des secrets, l'analyse des dépendances et la culture et la collaboration. Voilà. Si vous respectez ces 5 éléments-là, eh bien vous atteignez le niveau 1 de maturité du DevSecOps. Comme je vous l'ai dit, il y en a 4 des niveaux. Ce qui veut dire que ça demande quand même un peu de boulot pour mettre tout ça en place, parce que je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont tout ça en place, ne serait-ce que pour atteindre le niveau 1. Et là, je vous ai parlé principalement des outils. Et en fait, dans les niveaux supérieurs de maturité, eh bien, on est plutôt autour de la méthodologie et d'un certain nombre de choses à mettre en œuvre. Donc ici, je vous ai cité par exemple Z-Attack Proxy, qui est un outil très, très utilisé. Alors, cet outil est un peu galvaudé parce qu'en fait, cet outil est utilisé pour faire des analyses dynamiques de votre infrastructure, mais c'est aussi le même outil qui est utilisé par les attaquants pour pouvoir attaquer des infrastructures. Donc, voilà, on utilise ce que les attaquants utilisent pour se prémunir de ce genre de situation. Donc voilà, de manière générale, comment est-ce qu'on pouvait définir ce que c'est que le DevSecOps, la réunion du monde du développement, du monde de l'opérationnel et de la sécurité, avec un vrai changement au niveau de la culture, de la méthode, mais aussi des outils et de la technique. Et j'en ai terminé. Alors. Merci beaucoup, Jordan. C'était hyper intéressant. Je pense que pour le coup, c'était assez complet et ça permet à toutes les personnes qui ne connaissaient pas le sujet d'avoir vraiment le panorama global, puis à celles qui le connaissaient, peut-être d'avoir
des petits rappels de notions qui sont hyper importants. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous pour votre temps. On était ravis de tous vous recevoir. Merci Jordan, c'était hyper intéressant et très complet. Donc, je pense que ça a permis à Bah, pas mal de monde écoutez, d'y voir plus clair. merci à tous et merci aussi pour vos questions, toutes très intéressantes. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci, À bonne très bientôt. soirée. Au revoir.